Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission roue libre. Les coureurs ont pris l'avion, ça y est, ils sont partis au soleil. Et nous, on se retrouve, Paul, en studio pour parler de l'actualité qui ne se termine jamais à vélo. Ouais, mais avant toute chose, tu vas m'enlever cette casquette mais non, c'est le Tour de France. D'un coup très discutable. Donc je ne ferai pas d'émission avec toi, Joseph, si tu continues sur cette voie-là. Alors tu l'enlèves, s'il te plaît. Je l'enlève malheureusement. Mais sinon, oui, ça va très bien et ravi de présenter ce Tour de France 2019 avec vous tous. Il y a de l'actualité, il y a le Tour de France qui a été présenté cette semaine. Donc on va parler de deux choses, ce parcours qui a été dévoilé et des capteurs de puissance qui va faire énormément débat. On a beaucoup parlé pendant la conférence de presse de Christian Prudhomme notamment, c'est pour ça qu'on a essayé d'en faire un débat. Ouais. Voilà, on va continuer à en parler pour avoir un peu ton avis, savoir ce que tu en penses et moi je te dirai ce que j'en pense. On va partir tout de suite sur ce parcours du Tour de France 2019. On a donc découvert, comme vous, la semaine dernière, ce parcours du Tour de France 2019 qu'on attendait tant, Paul. Déjà, la première question, avant de te poser la question, on va peut-être le découvrir tranquillement. On va se poser devant cette grande carte du Tour de France. Bon, voilà, qui va partir donc de Bruxelles pour fêter, Paul, les 100 ans du maillot jaune qui avait été porté pour la première fois donc en 1919. Bravo, Paul. Par Eugène Christophe. Exactement. Et donc, il va passer aussi les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France. Exactement. Donc, ça va être un Tour de France placé sous le signe de l'histoire, qui va passer par l'Est. Ensuite, on va rejoindre le Sud, les Pyrénées. On remontera par les Alpes et on rentrera tranquillement à Paris. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce parcours du Tour de France 2019, globalement déjà ? Déjà, la première chose, avant de rentrer dans les détails, la première chose qui choque, c'est qu'il y a beaucoup de régions de cyclisme qui ont été zappées. Alors après, tu me diras, l'année dernière, il y a eu un grand départ de Vendée. Là, on ne passe pas en Bretagne, on ne passe pas en Vendée, on squeeze totalement l'ouest de la France. C'est étrange, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un Tour de France aussi concentré à l'est. Il y a eu on a posté une photo assez intéressante d'ailleurs sur les réseaux sociaux cette semaine qui a fait un buzz monumental. C'est en fait la superposition. Oui, c'est vrai, et ça a été retweeté à plus de 400 fois, etc. Un autre tweet qui a le plus marché, mais voilà, on la voit, cette superposition en fait des 6 derniers Tours de France. On voit une espèce de diagonale du vide à travers la France. Et bon, il y en a beaucoup effectivement du côté de Bordeaux, notamment dans le centre de la France. Bon, dans le centre de la France, je ne sais pas trop, à part un contre-la-montre, je ne sais pas trop ce que tu peux faire. Après, si, tu as le Massif central, il y a des choses à faire, mais c'est surtout le sud-ouest de la France qui est complètement zappé à chaque fois. Bon, déjà, toi, globalement, c'est ça que tu as retenu, ça t'a énervé. Et non, ensuite... je ne suis pas énervé, en fait, ça m'est complètement égal parce qu'au final, et on y reviendra après, je trouve ce parcours vraiment très, très sympa en demeurant. Donc, non, c'est juste... Quand tu vois la carte, tu vois un espèce de grand trou à l'ouest, tu dis tiens, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est pas vraiment le Tour de France, il y en a le Tour de l'Est de la France. Ouais, il y en a beaucoup qui ont gueulé. On va un peu regarder en détail ce parcours du Tour de France 2019 en se concentrant sur 6 étapes clés. En fait, on va pas tout développer, ça ne sert à rien. On se retrouvera sur une preview roue libre tranquillement, on se posera devant. Voilà, donc on a sélectionné 6 étapes en particulier avec une première étape qui est donc l'étape 6 qui se déroulera le 11 juillet avec cette arrivée à la planche des belles filles. Étape différente, on est déjà arrivé 3 fois à la planche des belles filles avec Froome, Nibali et Harou qui avaient gagné, mais cette fois ce sera un peu différent. Ouais, c'est la 4e fois du coup en 6 ans qu'ils vont y passer, du coup ça commence vraiment à devenir un espèce de point de rendez-vous classique du Tour de France. Moi j'aime bien cette montée parce qu'elle est en plusieurs temps, elle est sèche, elle n'est pas très très longue mais elle est sèche, il y a des replats. On a vu des Français performer dessus, je pense notamment à Thibaut Pinot en 2014 qui finit derrière Vincenzo Nibali. Thibaut Pinot qui est chez lui, c'est des cols qu'il connaît par cœur. Donc moi j'aime bien parce que ça arrive tôt sur ce parcours et surtout c'est des pentes vraiment visuelles, spectaculaires, comme je te l'ai déjà dit, avec du pourcentage mais aussi des replats. Je pense que ça va être très intéressant et ça donnera tout de suite une première hiérarchie à ce Tour de France. Oui, en plus, comme tu dis, il y aura une première hiérarchie, d'autant plus que en amont de l'étape, on aura passé deux petits cols. Petits cols, c'est facile à dire parce que tu me mets dedans, je pense que je recule plus que je monte. Mais voilà, il y aura le ballon d'Alsace notamment qui va faire mal aux jambes et qui va nous permettre d'avoir effectivement, Paul, une première hiérarchie. Et le col des Chevrères aussi, qui est le col au pied de chez Thibaut Pinot. C'est vrai, il en parle d'ailleurs, Thibaut Pinot. On a une petite déclat de Thibaut Pinot qui en parle de ce passage, disons, important et qui disait voilà, je suis agréablement surpris. Il y a beaucoup de montagnes et la première intervient après 4 jours seulement. Il parle notamment justement de ce premier passage dans l'Est et il y aura une belle étape
avec le Grand Ballon, le Ballon d'Alsace, le col des Chevrères. Et ce sont des cols qu'il fait toute la semaine. Et je connais par cœur, c'est un homme de l'Est. Hein. Thibaut Ouais. Pinot, il vient de Franche-Comté. Et quand il passe là-bas, on va voir ce qu'il va donner. Mais en plus, c'est un profil qui lui plaît, quoi. Clairement. Et en plus, là, ils ont rajouté une petite difficulté, du coup, puisqu'on n'arrive pas à l'arrivée habituelle, mais on rajoute, je crois, 1 km avec des passages à 24%, des passages qui sont à l'heure d'aujourd'hui toujours pas goudronnés. Mais j'ai lu une interview de Christian Prudhomme qui disait que la condition pour passer ici sur la planche des Belles-Filles, c'était que ce passage soit goudronné. Donc, il le sera pour juillet prochain. Donc, Avec les des passages à pourcentages un peu 24%. plus. Ouais, voilà. Voilà, un C'est peu plus c'est un piquants. peu dans la lignée de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu l'année dernière sur le Tour de France, d'un Tour de France qui aime les espèces de murs raides et secs. Et c'est pas pour déplaire à Thibaut Pinot, je pense. On l'a vu notamment très à l'aise sur la Vuelta l'été dernier. Donc non, c'est encore une difficulté de plus qui pourrait sourire aux Français si c'est dans un bon jour. Ouais. Après cette étape 6, Paul, on va passer très très loin. On va passer à l'étape 14. Moi, perso, déjà, là, il y a quelque chose qui m'embête. Alors, on va la découvrir, cette étape 14 après. Qu'est-ce Mais qui t'embête avant peut-être d'arriver au Tourmalet, on passe 6 à 14. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il n'y a pas d'étape qui m'excite réellement. Il y a Si. énormément, non, mais il y a énormément, Paul, d'étapes de très, très longues sur lesquelles on va s'ennuyer. Il y a plus de, il y en a, je compte 5 étapes avant le Tourmalet où on va avoir plus de 200 bornes. Je suis désolé, mais moi, ça m'ennuie ces étapes très longues. Je ne comprends pas pourquoi on fait des étapes aussi longues quand on sait ces dernières années que les étapes courtes, c'est celles où il se passe le plus de choses. Bah oui et non, hein. Là, tu prenais l'exemple de l'étape du Tourmalet qui est une étape courte. On se souvient des étapes courtes l'année dernière qui ont un peu accouché d'une souris. Tu parles d'étapes dans lesquelles il va rien se passer, mais tu vois, moi je vois l'étape de Mâcon-Saint-Étienne notamment, et même Saint-Étienne-Brioude chez Romain Romain Bardet. C'est des étapes vallonnées, des profils de classiques, un peu flandriennes. Moi je pense que de toute façon, le spectacle dépend des coureurs, ne dépend pas forcément du parcours, parce qu'en soi, il peut toujours se passer quelque chose. Mais je suis désolé, quand je vois le dénivelé qui est entre Mâcon et Saint-Étienne, je pense que c'est autour de 4000 mètres de dénivelé, c'est équivalent à un Tour de Lombardie notamment. Il y a le profil pour qu'il se passe des choses. Et pas entre Saint-Étienne et Brioude, c'est peut-être un peu moins important en termes de dénivelé, mais franchement, c'est une géographie qui s'y prête, quoi. Donc franchement, moi, je te trouve dur. Il y a des étapes qui servent à rien. Saint-Flour, Albi, on les connaît. De toute façon, entre Albi et tout, de toute façon, ils passent toujours dans ce coin-là. Et dans ce coin, c'est toujours des étapes très longues et très, très chiantes. Mais voilà, il y a un parcours, notamment, je reviens sur ce type classique que moi j'aime beaucoup, qu'on a vu l'année dernière, notamment à Quimper, où il s'était rien passé pour le coup. Mais voilà, après, ça dépend aux coureurs. Ça dépend des coureurs. C'est à eux de faire le spectacle. On Et c'est attendra, pas, je les attends en tournant en tout cas pour qu'ils fassent c'est- la course parce qu'apparemment ASO a décidé de laisser sur eux le poids de la course. Bon, en tout cas, après être passé chez Thibaut Pinot, après être passé chez Romain Bardet, on va arriver du coup sur les pentes du Tourmalet avec cette arrivée à l'étape 14. Paul, qu'est-ce que ça évoque pour toi le Tourmalet? Cette arrivée quand même historique. Bah, le Tourmalet, pour moi, c'est le col des Pyrénées. Il n'y a pas de discussion possible à ce niveau-là. Si tu me demandes un souvenir, ce sera forcément 2010, hein, le duel fou entre le maillot blanc d'Andy Schleck et le maillot jaune de Contador. Euh, il faisait un temps catastrophique en plus, je sais pas, enfin, tu te souviens forcément de ces images. Et moi j'aime bien l'idée de voir ces cols mythiques être juge de paix des étapes, que ce soit dans des arrivées. On se souvient, on a vu le Galibier notamment avec aussi une victoire d'Andy Schleck. J'aime cette idée, à Elizoar aussi avec la victoire de Warren Barguil il y a 2 ans. J'aime l'idée que ces cols mythiques soient des arrivées d'étapes. C'est Et, seulement la troisième fois que ce sera une arrivée d'étape parce que ça a été donc Andy Schleck qui avait gagné en 2010 et ça avait été Jean-Pierre Danguillaume qui portait ce maillot Peugeot qui en 1974 avait gagné. Bon là on remonte dans les archives loin, mais en tout cas c'est vrai que c'est au final assez rare d'avoir le Tourmalet qui est un juge de paix. Après cette étape 14, Paul, on va aller encore plus loin, on va aller à l'étape 18 avec une arrivée à Valloire qui est aussi un lieu souvent emprunté par le Tour de France. Ce sera le 25 juillet et ce sera une arrivée après une descente du Galimier avec enchaînement à plus de 2000 mètres. Donc Vars, Izoard, Galibier. Là, Paul, on entre dans ce qu'a voulu ASO, c'est-à-dire des cols à plus de 2000 mètres pour qu'ils soient totalement en manque d'oxygène apparemment. ouais, mais c'est un contre-pied un peu par rapport comment dire, au parcours de l'année dernière. On voulait peut-être démonter un peu plus sèche, un peu plus rythmé, moins d'altitude, on va dire. Là, pour le coup, pour moi, cette étape du jeudi 25 juillet, c'est l'étape reine de ce Tour de France. Tu me l'as pas demandé, mais je te réponds, je te réponds quand même. Tu passes 3 cols à très haute altitude, tu passes l'Izoard et le Galibier avec une descente rapide vers Valloire.
Non, non, je pense que pour moi, sans aucun doute, en plus, elle est longue, elle fait 207 km, tu es toujours en altitude, tu vas avoir du mal à reprendre ton souffle. Euh, c'est pour moi l'étape qui peut faire le plus de mal et le plus gros dégât sur ce Tour de France prochain, ouais, Tu sais, je clairement. me suis posé une question, c'est cette idée de faire monter plusieurs cols à plus de 2000 mètres d'altitude où on a l'impression que c'est tout nouveau alors que c'est pas forcément nouveau. Bon là, il y a un enchaînement à plus de 2000 mètres qui effectivement peut faire mal. Cela étant, Paul, est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance dans le sens où en fait on va pousser les coureurs à avoir des énormes défaillances plutôt que de les mettre sur des terrains peut-être qui sont plus propices à l'attaque? Là, moi je pense qu'ils vont avoir peur et ils vont au final avoir peur d'attaquer. Bah non, enfin, après, ASO tente des choses, hein, et j'ai lu le super papier de l'équipe sur Christian Prudhomme et toute son équipe qui ont C'est un préparé papier le Tour de super-héros, France. super papier. Et non, c'était un super papier Ok, de merci. bonne qualité. Et non, non, pour le coup, ils essayent des choses parce que le fait est que la Sky endort le Tour de France depuis maintenant 6 ou 7 ans. Ils sont obligés d'essayer des choses. L'année dernière, ils ont essayé de faire vraiment un profil de Tour de France avec des nouveautés. On parlait de la classique, du profil de classique de Quimper, on parlait de mur de Bretagne le lendemain. Pareil, ces petites arrivées de murs, des trucs un peu plus secs, moins d'altitude. Et ben, on a vu que rien ne s'est passé. Voilà, là, ils prennent le contre-pied de ça. Ils vont plutôt sur des parcours plus en altitude, plus longs, notamment cette étape, cette 18e étape avec l'arrivée à Valois. Faut voir, de toute façon, il faut essayer des choses. Et moi, je pense que ça dépend des coureurs, en fait. Ça dépend pas forcément du parcours. C'est aux coureurs d'attaquer. Cette étape en Brin-Valois me fait penser à l'étape entre la Lourdes et la Reims l'année dernière, l'étape où s'était passé le plus de choses. Fin de Tour de France avec des favoris qui étaient déjà loin et qui ont tenté des choses, à l'image de Romain Bardet ou Mikel Landa. Donc, non, non, moi je pense que cette étape peut faire vraiment du mal et je pense que ce sera l'étape à suivre de ce Tour de France prochain. Après, tu dis ça, mais au final, en 2017, on avait fait exactement ça. Passage en haut du Galibier, arrivée en descente. Ça avait été une étape qui avait été assez ennuyeuse. Bon, finalement, j'ai un petit regret, c'est qu'on ne soit pas arrivé en haut du Galibier tout simplement. On l'a fait qu'une seule fois. C'est Schleck déjà qui avait gagné en 2011. Moi, je trouve ça dommage. Enfin bon, voilà, c'était mon petit regret pour cette étape-là, mais c'est vrai qu'elle peut être assez intéressante. Après cette étape, Paul, sur cette dernière semaine, on va se diriger vers Tide, voilà, qui est un haut lieu enfin pas forcément un haut lieu du Tour de France, mais assez connu, voilà, pour être un glacier, voilà, c'est le nom que je cherchais, qui est souvent emprunté. Et donc après être passé par l'Isran, qui est un col mythique, on va en parler, on va arriver à cette montée de Tignes. Qu'est-ce que tu en penses de cette étape-là? Euh, Pas grand-chose. J'aime bien le format. C'est court. Ça fait que monter. Quand tu regardes le profil, tu pars de Saint-Jean-de-Maurienne à 586 mètres et tu arrives à Tignes à 2113 mètres en passant par le Liseran à 2700 mètres. Le col de Liseran qui est du coup le col le col roulant. Du coup, le col, comment on appelle ça? Asphalté le plus long des Alpes. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Faudra voir. Je sais pas si une grande bataille, tu vois, la montée de Tignes, elle est très très roulante. Je sais pas, faudra vraiment lancer les hostilités dans le col de Et en l'Isran, mais on a finale, vu ouais, sur c'est les vrai, derniers. qu'il y a quasiment, à part cette descente après ce premier col, il y a quasiment 85 km de montée depuis le C'est kilomètre ça. zéro. Ça risque de faire super mal. Et faudra que la grande bataille se lance dès le début. Il y a de quoi faire vu que ça fait que monter. Euh, mais franchement, si on attend la montée de Tignes, il se passera pas grand-chose dans cette étape. Ok. Et donc, après cette étape, bon, finalement, s'il ne se passe pas grand-chose, t'inquiète pas, Paul, parce que le lendemain, dans ce triptyque alpin, on va arriver vers Val Thorens. Franchement, peu de monde aurait parié sur une arrivée à Val Thorens avec cette très longue montée qui partira du kilomètre 95 pour arriver au kilomètre 131, l'arrivée où on connaîtra sûrement le vainqueur du Tour de Ah bah, France c'est même sûr, hein, 2019, c'est la dernière voilà, étape. Ouais. c'est sûr. Euh, Est-ce que tu es content de cette longue montée qui arrive? Enfin, c'est un col très roulant, ça peut profiter à certains Français notamment qui aiment bien ces cols roulants. Ouais, bah, moi, tu sais bien, moi, je suis fan de ce que je vois sur la Vuelta. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'aime bien l'école sec, l'école dure. Euh, Là, pour le coup, la montée à Val Thorens, hyper roulante, pas spécialement difficile, très longue. Donc, je sais pas. Pareil, cette étape, elle est belle avec le Cormet de Roseland. J'aime bien, j'aime bien. Elle est un peu longue pour moi. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me 131 plaît dans bornes, cette c'est trop étape. long et tu me dis que Ouais, 200 bornes en début d'émission, tu me dis que 200 bornes, c'est pas, ça va, on va ouais, mais kiffer devant notre justement là, télé et s'endormir. pour une étape un peu nerveuse comme ça, j'aurais bien aimé la raccourcir ou peut-être même, tu vois, il fait un chrono, quoi.
Toi, on c'est sait qu'il y a peu une étape de moins de 100 bornes, c'est vraiment cette manche, Ouais, c'est ce que tu avais moi aimé j'aime l'année bien, dernière. moi C'est j'aime vrai. bien, et même si forcément l'année dernière ça avait pas forcément été très spectaculaire, j'aime bien ces profils d'étape là. Je trouve que ça change, que c'est dynamique, que c'est comment dire, moderne quoi. Et là pour le coup, on est sur un parcours un peu classique, une montée longue de 33 km. Ouais, non, je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Après, on verra. Encore une fois, je le répète, c'est au cours de faire la course. Et là, avec ce parcours cette année, ils ont les armes. On leur a donné les armes avec ce parcours pour faire quelque chose de fort. Donc, C'est Johan Ofredo, Paul, qui à eux disait de le faire. ça pour conclure sur ce parcours du Tour de France 2019, qui après disait cette carte du Tour de France 2019, elle est peut-être pas excitante, mais sur le papier, elle n'est pas excitante, mais sur la route, elle va peut-être l'être. Bon, on se retrouvera tranquillement pour en parler. Et voilà. Christian Prudhomme, pendant cette présentation, a parlé notamment des capteurs de puissance. Il a fait une déclat qui a été assez intéressante en proposant l'interdiction pure et simple des capteurs de puissance, Paul. Donc, ça constitue le débat qu'on a choisi et on va découvrir tout de suite ce que tu en penses. Christian Prudhomme a donc lâché un espèce de pavé dans la mare, faut le dire, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément qu'il soit aussi offensif sur les capteurs de puissance, ces petits objets qui sont posés sur les cadrans des coureurs, qu'on a l'impression qu'ils regardent tout le temps. Quand on voit Christopher Froome le regarder, ça énerve tout le monde. Christian Prudhomme a proposé de les supprimer, ils vont en parler à l'UCI. Toi, Paul, quand tu entends Christian Prudhomme dire ça, qu'il faut redonner du bluff, du souffle, des espèces de coups de poker, que ça puisse à nouveau exister, ça lui paraît important. Est-ce que tu es d'accord avec Christian Prudhomme? Bah, je suis d'accord avec Christian Prudhomme dans le sens où sa déclaration, elle est vraie. Il faut redonner un second souffle à ce Tour de France qui est de moins en moins spectaculaire et de moins en moins intéressant. C'est un fait. Après, est-ce que c'est en supprimant les capteurs de puissance que ça va nous permettre d'avoir justement un second souffle? Eh ben, je suis pas forcément d'accord. Ok, les capteurs de puissance. En fait, on se fait une fausse image, notamment de Christopher Froome, où on a l'impression qu'il le regarde tout le temps. J'ai l'impression que Christopher Froome, on en discutait avec notre ami Louis là, de Roue Libre aussi ce week-end. Chris Froome, je pense qu'il regarde beaucoup par terre, c'est sa manière de courir. La tête dans le guidon comme ça, j'ai l'impression que c'est sa manière de courir. Mais pour le coup, non. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et à revoir avant de se concentrer uniquement sur les capteurs de puissance, Joseph. Ça reste une étape importante. Moi, je trouve qu'un bon coureur, c'est un coureur qui a le nez en l'air, qui regarde ce qui se passe. Quand tu parlais tout à l'heure d'Andy Schleck, Andy Schleck, dans le Tourmalet, il n'a pas la tête fixée sur le capteur de puissance. S'il avait la tête fixée sur le capteur de puissance, on n'aurait pas eu ce duel absolument incroyable avec Contador. Il le regarde, il cherche comment il va, etc. Et moi, je trouve que c'est ça le piquant du cyclisme aussi, c'est d'avoir le nez en l'air, de regarder où tu dois aller et pas où tu es. Et je trouve ça dommage en fait d'avoir un petit objet sur lequel il s'appuie énormément, parce que ose me dire qu'ils ne s'appuient pas énormément aujourd'hui sur leur capteur de puissance. Non, mais bien sûr, tout le monde s'appuie sur ces capteurs de puissance. Je lisais encore un truc sur Twitter ce matin, un extrait du livre de Nicolas Jay qui interviewait Élie Gébert. Élie Gébert, ouais, je crois, c'est ça. Et Élie Gébert qui disait, non, moi, dans une montée, je ne sais plus laquelle c'était sur le dernier Tour de France, il me semble. Il disait, non, moi, j'étais sur mon capteur de puissance. La clé pour faire une bonne étape de montagne, c'est de rester dans les clous de son capteur de puissance, autour de 320, 330 watts. Ah, c'est dommage quand même. Et ouais, mais tout le monde est comme ça. Je suis d'accord avec toi hein, sur le spectacle. Forcément, si tu enlèves les capteurs de puissance, tu risques de gagner un peu en spectacle. Mais le cœur, pour moi, du problème, il n'est pas là. Et je pense que le cœur du problème, c'est déjà, d'une part, les oreillettes. Je pense que tu les supprimes, mais ça a déjà été tenté je sais plus, je crois que c'était C'est sur le championnat de France, par exemple, il n'y a plus d'oreillettes aujourd'hui. Et des coureurs comme Johan Lebon, par exemple, disaient que ça avait tout changé à la course. Non, mais clairement. Et ça tu as raison. Après, moi, je pense que les oreillettes ne doivent pas être totalement supprimées, mais en tout cas, elles doivent être utilisées différemment. Par exemple, branchées sur le directeur de course, parce que niveau de sécurité, c'est quand même important. Mais Paul, sur ces capteurs de puissance, moi, ce qui me gêne notamment, c'est quand on voit la Sky en fait faire un tempo, ils se basent exactement sur le capteur de puissance. Ils savent qu'à 400 watts, il n'y a personne qui sort. Mais ils font un tempo à 400 watts et personne ne sort. Le problème, c'est pas que la Sky se règle en fonction d'un capteur de puissance. Le problème, c'est que la Sky roule plus vite que les autres. Parce que les autres, ils sont sur leur capteur de puissance derrière. Tu vois, on en revient, c'est toute proportion gardée, à une équipe US Postal surchargée et des mecs derrière surchargés aussi, mais qui n'arrivent pas à attaquer. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pour l'image, hein, parce que ça a vraiment énormément de différence. Mais d'ailleurs, on a les déclarations de la Movistar derrière. On va les découvrir, Paul. La Sky impose un rythme
un rythme trop soutenu en fait. Et forcément, les Les Movistar sont Movistar contre. qui sont contre. Hein. Nero Quintana, si Lucie interdisait les capteurs de puissance, ce serait mieux. Alejandro Valverde, je voudrais voir des équipes sans capteurs de puissance courir au feeling. Ça, elles ont bon dos, ces déclarations. C'est que je suis d'accord avec toi quand tu dis que la Sky impose des rythmes au tempo et aux capteurs de puissance. Mais le problème, c'est pas le capteur de puissance. Le problème, c'est le rythme imposé par la Sky. Des Sky qui vont plus vite, plus fort et plus longtemps. C'est vrai, c'est ça le vrai problème. Et je pense pas que changer, quand leur enlever des capteurs de puissance, ce soit la solution, puisque c'est des mecs qui connaissent leur corps parfaitement, qui connaissent leur entraînement, qui sont parfaits dans tout ce qu'ils entreprennent, que ce soit avant, pendant et après les courses. Le problème, de toute façon, c'est la Sky de ce débat. Et je ne pense pas que on Je mettrait sais des pas bâtons parce dans que les roues par à la exemple, Sky si on enlevait les capteurs de puissance. Julien Pinot, le frère de Thibaut Pinot, qui est directeur sportif à la FDJ, lui, il dit mais écoutez, vous y connaissez rien du tout, arrêtez de nous parler des capteurs de puissance. Mais moi, ça m'énerve totalement quand j'entends ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, on peut plus du tout s'exprimer sur l'actualité du cyclisme. Vous y connaissez rien. Les capteurs de puissance, c'est pas ça qui fait gagner des courses. Je suis d'accord, ça fait pas gagner des courses. Mais moi, quand je vois même Thibaut Pinot, un coureur d'instinct, avoir le nez fixé sur son capteur quand il attaque, parce que c'est la réalité. Quand on me dit ouais, Thibaut Pinot, c'est pas le cas. Regardez les courses, vous allez voir que Thibaut Pinot, il est comme les autres, ici à son capteur de watts parce que c'est un outil Bien sûr. indispensable avec lequel il progresse énormément à l'entraînement. Quand il est en course, ça change tout. Donc moi, je suis désolé, mais je suis totalement contre parce qu'en plus, avec ces capteurs de puissance, il y a des rumeurs qui courent et ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai. Christophe Riblon l'a dit que c'était sûrement vrai, comme quoi les directeurs sportifs avaient eux-mêmes toutes les données en temps réel et en fait ils pouvaient donner des stratégies de course. Mais à ce moment-là, on arrête, on joue à PCM et c'est terminé quoi. Non, mais c'est clair. Il y a des dérives et notamment, on parlait, il y a eu une rumeur sur dans Tour de France, il me semble, comme quoi la Sky aurait même aurait une Les espèce coureurs de données des des coureurs autres. adverses. Et, Ils auraient eu effectivement une espèce de machine qui permettait de capter ouais, j'avais lu les ça, j'avais données lu des ça aussi. autres. Non, mais dans le sens, oui, là, on est dans les dérives de la technologie, mais si on revient sur l'aspect capteur de puissance en lui-même, encore une fois, je te reprends l'exemple de la Sky. Ça n'empêchera pas la Sky de rouler plus vite, plus fort et plus longtemps que les autres, et c'est ça qui m'embête un peu. Par contre, si tu supprimes les oreillettes, et là, il y a moyen que ce soit un peu le bordel dans l'équipe, tu vois, puisque s'il y a les capteurs de puissance et que, comme tu l'as dit, les directeurs sportifs ont les infos, et ben les directeurs sportifs ne pourront plus donner les infos. Si un mec est lâché, s'il y a une crevaison, s'il y a des trucs, là, la course prendrait vraiment une autre dimension. Mais encore une fois, sur Tour de France, ça a été essayé de faire des étapes sans oreillettes. Le peloton a fait grève et le lendemain, alors que ça devait être également une étape sans oreillettes, et ben ils ont remis les oreillettes. Donc je pense que là, à ce point de vue-là, et quand j'entends Julien Pinot aussi, le peloton Tout le monde est partagé en tout Le cas. changement, c'est pas, je pense pas que ce soit pour maintenant, tu vois. Bon, il va y avoir des discussions. Hein. Christian Prudhomme, moi, ça m'a étonné que Christian Prudhomme, par exemple, ne puisse pas dire vous savez quoi, les oreillettes, aujourd'hui, elles seront arrêtées. C'est-à-dire quoi? Il va chercher le débat, mais il aurait pu, j'ai envie de dire, porter ses. Voilà. Ouais, mais c'est pas lui Et de dire décider aussi. terminer les capteurs de puissance. Moi, j'en veux pas sur le Tour de France. C'est moi qui organise le Tour de France. Si vous voulez être sur le Tour, il n'y aura pas de capteurs de puissance. D'après ce qu'il dit, il peut pas, c'est à Lucie de décider. Mais au-delà de ça, j'aimerais vraiment féliciter Christian Prudhomme qui, depuis 1 ou 2 ans, euh, fait énormément de choses pour le cyclisme. L'année dernière, il était prêt à bannir Chris Froome de la course parce que l'UCI et Lama traînaient pour donner un Lama? verdict. Hein. Bernard? Ouais, ouais, Bernard Lama, exactement. Et, et du coup, là, encore une fois, il s'inscrit un peu contre Lucie, enfin contre, on va voir ce que va répondre David Lapartien, mais encore une fois, il prend des risques, il veut vraiment faire bouger les choses pour le spectacle et pour la course, pour sa course qui est le Tour de France. Donc j'aime beaucoup la démarche de Christian Prudhomme depuis 2-3 ans, et c'est bien. Après, moi, je vais revenir à une chose, tu me demandais ce qu'il faudrait faire pour changer pour donner un coup de fouet au spectacle au-delà des capteurs de puissance, de la suppression des capteurs de puissance. Je pense qu'il faudrait vraiment commencer sérieusement à penser à un salary cap. Euh, un peu sur le principe de ce qui se fait en NBA. On commence à en parler beaucoup. Le problème de la Sky, c'est les moyens qu'ils ont, quoi. Ouais, après, tu t'enlèves les locomotives, j'ai envie de dire, si tu peux faire ça en NBA, parce que c'est des conférences qui sont fermées. Or, en cyclisme, c'est un peu différent. Et un salary cap, ça donnerait un peu des limites à des gros sponsors qui viendraient investir. Et aujourd'hui, bon, certes, la Sky n'est pas aimée, mais il y a d'autres équipes qui ont énormément d'argent, qui font beaucoup pour le cyclisme, pour la renommée du cyclisme à l'international. Et je sais pas, c'est Regarde, quelque la chose qui Sky, est intéressant, mais le salary cap en NBA est vraiment parfait pour la NBA, j'ai envie de dire. En cyclisme, je ne sais pas si réellement tu peux le mettre en place, quoi. le salary cap,
faut savoir que la Sky, le budget de la Sky, c'est équivalent au budget du stade de Reims. On regarde un peu les sponsors qu'il y a autour du stade de Reims. Je pense pas que ça rendrait les investisseurs frileux, puisque c'est pas toute proportion gardée, notamment par rapport au foot, c'est pas des investissements importants. Et tu vois, par exemple, il y a un investisseur chinois qui va arriver et qui a envie de tout rafler. Leur objectif, c'est de faire gagner le Tour de France à un coureur chinois en 2024. Lui, il va mettre énormément beaucoup d'argent et ça va rééquilibrer les débats avec la Sky, mais ça va augmenter aussi les écarts avec les autres équipes. Donc, faut voir. Le salary cap permettrait et aussi de réguler d'éventuels investisseurs qui voudraient tout rafler sur la scène du cyclisme international et également remettre les gens sur un même pied d'égalité pour des équipes un peu plus petites notamment. Et je pense que ça peut être une idée aussi. Beaucoup de gens commencent à en parler autour du peloton, mais forcément, encore une fois, on n'y est pas, quoi. Ouais, on est faut loin voir. d'y Bon, être. en tout cas, voilà, ils sont pas tous d'accord. Notamment, il y avait Peter Sagan. Si on peut terminer sur cette déclaration de l'ancien champion du monde, qui ne l'est plus parce que vous savez, Alejandro Valverde est le nouveau champion du monde, qui disait donc dans son livre My World, qui est assez intéressant, qui disait personne n'a jamais gagné uniquement grâce au capteur de puissance. Même Chris Froome doit parfois l'éteindre et grimper la montagne avec ses jambes. Qu'est-ce qu'il en sait cyclisme. quand Chris Froome éteint son capteur de puissance, lui, il est plus là depuis longtemps, Sagan, hein. Non, mais des fois, il est sur la télé. Non, C'est mais vrai. bon, voilà, quoi. C'est sûr qu'après, on a ce débat-là, mais il faut jamais oublier que les cyclistes, ils font quand même quelque chose de compliqué et que C'est c'est ça. pas Et le ce qui leur permet c'est de ça. gagner. Et on va terminer là-dessus. Je pense que nous, on parle de ça d'un aspect spectateur. Il ne faut pas oublier que le cyclisme est le sport peut-être le plus dur au monde, et que là, avec ces capteurs de puissance, tu donnes quand même un outil capital pour ces coureurs professionnels. Et nous, on a bon dos de dire que ce serait bien de les enlever. Pour eux, ça leur change vraiment la vie. Et voilà, il faut aussi comprendre ça et se mettre dans la position de ces gens qui font la course également. Bon, voilà, Paul, on a terminé pour cette émission sur le parcours du Tour de France 2019 avec un débat sur les capteurs de puissance. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ce que vous en pensez. Et on va se retrouver, nous, dans quelques jours encore pour d'autres émissions. Ouais, on vous fera un bilan, on va vous faire, je pense, notre top 5 des meilleurs moments de la saison et notre top 5 aussi des moments qu'on a le moins aimés, hein. Voilà, parce qu'il on faudra sait que- dire quand on n'a pas aimé. Dire, hein. Vous êtes un peu comme ça, vous avez limite tendance à préférer les moments où c'était pas très cool plutôt que les moments cool. Donc on vous fera les deux, de toute façon, vous pourrez profiter. Donc on se retrouvera pour ça. Ciao les amis. Salut les gars, à bientôt.